Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter l'actualité de la séance de marché du jour avant la grande édition du soir à 17h. 1 heure cette fois-ci pour décrypter les actualités toujours, mais aussi les tendances et les enjeux de marché. À la une de cette séance boursière, nous reviendrons dans Smart Bourse en plateau donc sur les épisodes Banque Centrale de cette semaine, à commencer par la Fed qui a décidé hier soir de remonter ses taux directeurs de 25 points de base à l'unanimité. Seul l'ombre au tableau, James Bullard, le gouverneur de la Fed de Saint-Louis, qui lui souhaitait une remontée plus rapide encore de ses taux dans un contexte de perspective d'inflation grandissant au sein de la Fed, tandis que les prévisions de croissance donc de la Fed s'amenuisent. Nous ferons un débrief dans quelques instants sur le sujet. On regarde également toujours côté Banque Centrale, du côté de la Bank of England, qui de son côté a pris la même décision d'augmenter son taux directeur de 0,25% pour arriver à 0,75%, son troisième resserrement d'affilée pour contrer une inflation qu'elle estime aux alentours de 8% pour 2022. Et justement, ces décisions de Banque Centrale mettent en avant un scénario de plus en plus probable pour cette année 2022, à savoir celui de la stagflation, une inflation plus forte et une croissance plus faible qu'anticipée. En témoignent donc, on en parlait il y a un instant, des prévisions de la Fed qui anticipent une inflation PCE Core à 4,3% en fin d'année, même si l'année 2023 devrait marquer un retour à la normale, ou en tout cas un rapprochement d'un retour à la normale, tandis que toujours du côté de la Fed, les prévisions de croissance passent d'une croissance du PIB de 4% en 2022 à 2,8% annoncé hier soir. En zone euro, toujours côté inflation, on a noté aujourd'hui une inflation pour le mois de février 2022 de 5,9%, un record historique, tandis que la Bank of England, je le disais il y a un instant, annonce anticiper pour le deuxième trimestre une inflation à 8%. Un contexte donc que nous débrieferons en plateau sur cette perspective de stagflation de plus en plus présente. Et puis dans le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse dans Marché à thème, nous reviendrons sur le cas de Total Energy qui, à l'inverse de BP ou de Shell, refuse de quitter le territoire russe, et ce malgré les pressions de plusieurs ONG aux responsables politiques. Total qui possède d'importants investissements en Russie, la Russie qui pèse, selon un article des Échos qui cite d'ailleurs une source directe de Total, un rapport de Total, la Russie qui pèse de 17% de la production de gaz et de pétrole combiné sur l'exercice 2020 de Total. Frédéric Vuillot, le fondateur de Mediatico, sera sur le plateau de Smart Bourse pour partager sa vision sur le sujet. Mais en attendant, on se retrouve tout de suite dans Tendance Mon Ami. Nous commençons comme d'habitude avec Tendance Mon Ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour avec Alix Nguyen. L'heure est à la désillusion pour le CAC, tout comme pour l'ensemble des places boursières. Si en coulisses, les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie se poursuivent, il n'en demeure pas moins que la Russie a rejeté aujourd'hui la décision de la Cour internationale de justice, lui ordonnant hier de mettre fin à son offensive militaire. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, jugeant la non-existence d'accord avec l'Ukraine comme facteur d'empêchement pour la Russie. Les craintes au regard de perspectives de l'économie mondiale après les hausses des taux annoncées par la Fed et la Banque d'Angleterre constituent elles aussi un facteur plombant. La Fed, dont on rappelle qu'elle annonçait hier le premier relèvement de ses taux d'intérêt depuis 2018. On retient aussi que 6 autres devraient suivre cette année. Et la Banque d'Angleterre d'emboîter le pas avec un 3e tour de vis et l'annonce du relèvement de son taux directeur. S'agissant de la BCE Class Note, le gouverneur de la Banque des Pays-Bas n'a de son côté pas écarté la possibilité de 2 hausses de taux cette année si d'aventure l'inflation s'avérait encore plus forte que prévu. À cet effet, Christine Lagarde s'est exprimée. Celle-ci affirme que la BCE dispose de marges supplémentaires entre la fin des achats d'actifs programmés pour cet été et la première hausse de ses taux d'intérêt depuis plus de 10 ans. Sont donc relégués au second plan des indicateurs américains pour le moins satisfaisants. L'indice d'activité de la Fed de Philadelphie a atteint 27,4 points en mars, soit un niveau inégalé depuis 1968. La composante de l'emploi, quant à elle, touchait un record. Sur le plan des valeurs, enfin, au sein du CAC, Renault connaît la plus forte baisse, même son de cloche pour Stellantis. On relève par ailleurs que dans l'Union européenne, les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 5,4% en février. Exposés à la Russie, Alstom et Société Générale sont aussi en baisse. A contrario, Total Energy est en hausse, dopé par le rebond des cours du Brent.
Voilà, et donc on regarde le cours du CAC 40. Le CAC 40 actuellement à moins 0,06% à 6584 points. C'était Tendance, mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Nous enchaînons à présent avec Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter cette actualité de marché et ce contexte incertain, politique, économique et surtout financier. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir 3 invités pour nous accompagner. Léa Dauphas, tout d'abord, chef économiste chez TAC Economics. Bonsoir Léa Dauphas. Bienvenue donc sur le plateau de Smart Bourse. À côté de vous également David Belloc, gérant et stratégiste chez Mirova. Bonjour David Belloc. Bonjour. Et pour nous accompagner également Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR AM. Bonjour Malik Hadouk. Bienvenue donc à tous les 3 sur le plateau de Smart Bourse. On va essayer de comprendre un petit peu vos scénarios de marché dans ce contexte qu'on a décrit, de plus en plus incertain ou qui pose en tout cas de plus en plus de questions. On va peut-être commencer avec vous, Léa Dauphas. Donc on a écouté Jérôme Powell hier soir. On a entendu cette première hausse de taux. On a entendu les arguments de Jérôme Powell qui a notamment plaidé pour une solidité de l'économie américaine capable d'encaisser 7 peut-être hausse de taux au total sur 2022. On a l'impression que la Fed a décidé de normaliser finalement son soutien à l'économie américaine coûte que coûte, quoi qu'il se passe, j'ai envie de dire, d'incertain ou de certains autour de cette décision. C'est le sentiment que vous avez également chez TAC Economics ? Alors, la réunion de la Fed, c'est peut-être la seule surprise qu'on n'a pas dans nos quotidiens des dernières semaines. Ouais, la seule chose qui était prévue. Voilà, la Fed l'avait annoncé, on le savait, on l'attendait déjà depuis plusieurs semaines, et son discours est cohérent avec l'environnement mondial. C'est-à-dire qu'on a une hausse de l'inflation qui est forte aux États-Unis, qui n'est pas seulement liée à des facteurs temporaires comme on peut l'avoir sur d'autres économies. On a des débuts de spirale prix-salaire sur un ensemble de segments. On a une hausse du prix des biens qui risque en plus d'être amplifiée par les derniers mouvements qu'on a en Chine de fermeture de nouveau liés à la stratégie Covid. Ouais. Donc toute cette dynamique-là fait que dans tous les cas, le risque inflationniste non seulement était déjà élevé, mais en plus il risque de s'accélérer, de devenir une vraie contrainte. Donc le fait qu'aujourd'hui la Fed accélère et annonce des hausses de taux successives, c'est pas surprenant. Et je dirais même plus, quand on regarde tous les cycles de resserrement de la Fed, c'est déjà cohérent, ça s'est déjà passé, et c'est assez logique dans une phase où aujourd'hui la Fed et l'économie américaine en tout cas est en haut de cycle, avec un marché du travail qui est robuste, avec une situation de dépenses et de conso qui décélère par rapport au pic Covid, mais qui permet aujourd'hui d'absorber ce resserrement de la Fed. Alors, nécessairement, ça va amener un ralentissement de la demande. Maintenant, on a encore beaucoup de marge de manœuvre. Parce que c'est la critique qui est formulée aujourd'hui sur... Alors effectivement, c'est pas surprenant, ça a été annoncé et j'ai même envie de dire que sur les derniers mois, c'était même demandé à certains moments par les marchés financiers. Alors toujours dans une optique d'inflation transitoire et donc de hausse de taux qui interviendrait au moment où l'inflation commencerait à se réduire d'elle-même. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. En revanche, une des critiques formulées sur cette hausse de taux, c'est qu'en fait, on applique à un choc d'offres un remède qui correspond normalement à un choc de demande en matière d'inflation. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas si dramatique que ça dans la situation actuelle. Déjà, on ne parle que de 25 points de base, même s'il y en aurait 7 dans l'année. Et ce que vous dites, c'est que finalement, ça répond quand même en partie au problème. Alors, il y a quand même un petit point d'incertitude à mettre en avant qui est la situation ukrainienne. On l'a bien entendu hier dans le discours. On sait bien que la Fed est vraiment data dependent et que si on avait un choc macro, il y aurait vraiment un pivot sur la stratégie qu'elle met en place. Donc c'est pas un coûte que coûte. On voit bien qu'il va y avoir une appréciation. Maintenant, sur la situation macro, est-ce que l'économie américaine, compte tenu du niveau d'emploi, compte tenu du niveau de chômage, compte tenu de la dynamique de revenus, est capable aujourd'hui d'absorber ces hauts de taux ? Elle l'est totalement, d'autant plus que c'est quelque chose qui est anticipé, que c'est quelque chose qui est pricé. Quand on fait les mesures traditionnelles et qu'est-ce qu'il faudrait pour faire basculer l'économie en récession, quand on tient compte de la dynamique de dette, de la dynamique d'inflation, de la dynamique de croissance, il faudrait qu'on approche des taux 10 ans américains dans un seuil entre 2,7 et 3%. D'accord. Ce seuil-là serait un seuil qui ferait basculer les profits des entreprises et ce serait le seuil de bascule. On en est loin encore aujourd'hui, même si on a cette appréciation sur les taux longs, mais on a quand même un seuil qui reste large pour qu'on n'ait pas de risque récessif sur très court terme, en tout cas sur l'économie américaine. C'est un scénario de ralentissement qui s'approche et qui sera probablement là
disons, fin d'année, mais on n'est pas aujourd'hui, au mois de mars, dans ce scénario-là, pas encore. Donc quand on voit la Fed qui revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022 et qui en plus met en place donc du coup des hausses de taux qui vont potentiellement venir grignoter la croissance aussi, on se dit que c'est pas de nature à inquiéter plus que ça le marché. D'ailleurs, les marchés américains ont clôturé en hausse hier soir, ils ont plutôt applaudi la décision de la Fed. Alors, dans l'environnement global, disons que c'est là où il faut faire un peu attention, c'est pas de nature à inquiéter, on est sur un scénario ukrainien qui est encore très inconnu. Bien sûr, oui. On mesure mal probablement l'impact de ces disruptions sur l'inflation américaine. On mesure mal les possibles risques de nature systémique qui pourraient apparaître. Donc, on est encore dans une phase incertaine. C'est pas le scénario où tout va bien se passer. Il ne faut pas avoir ce scénario très positif sur l'économie américaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, les fondamentaux de l'économie américaine sont capables d'accepter sur l'horizon 2022 ce resserrement de la Fed. Il est faible, il est mesuré, il est anticipé. Ce qu'il faut peut-être plus avoir en tête, c'est que cette hausse de 0,25 points de base s'accompagne aussi de ce quantitative tightening. Donc, cette baisse du bilan de la Fed. Nous, on a fait les calculs. L'équivalent en termes de montant du quantitative tightening, si la Fed diminue son bilan de 100 milliards à chaque meeting, 100 milliards, c'est l'équivalent de 25 points de base. Ça voudrait dire qu'en fait, la Fed double par cette mesure-là 50 points de base à chaque fois. C'est là où il faut faire attention, ça commence à arriver sur des niveaux récessifs. En tout cas, c'est des niveaux qui vont affecter la demande, mais plutôt sur l'horizon fin du deuxième semestre que immédiatement. Malik Hadouk, même question un petit peu sur cette première hausse de taux de la Fed. Alors je rappelle qu'on a, d'ailleurs les gens qui nous écoutent le savent, mais on a l'habitude d'une Fed et de banques centrales particulièrement accommodantes. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse stresser les marchés, les banques centrales sont au rendez-vous. Et là, coûte que coûte, effectivement, c'est décidé depuis longtemps, mais on dit que on revient vers une normalisation, on fait une sorte de retour à la normale, très progressif, mais on l'enclenche. Ouais. Il n'y a pas de surprise, comme l'a dit ma collègue, il n'y a pas de surprise, c'était attendu. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est que la Fed reconnaît qu'elle est en retard sur l'inflation. Pendant longtemps, elle a dit que l'inflation était sous contrôle, et là, reconnaît implicitement qu'elle s'est trompée sur l'inflation. Elle nous a dit qu'elle était transitoire, et finalement, ce transitoire commence à durer trop longtemps, et finalement, on augmente les taux au moment où l'inflation est toujours au plus haut niveau. Oui, tout à fait. Donc, elle est obligée de le faire. On n'a plus le choix pour combattre cette inflation. Ce qui m'a un peu surpris dans les déclarations de Powell, c'est le fait qu'il soit aussi optimiste sur l'économie américaine alors que les taux réels devraient monter de plus de 100 BP. 160 si on prend en compte les chiffres qu'il a indiqués, la hausse des taux. Une remontée aussi puissante des taux d'intérêt réels, on sait que ça va impacter négativement la croissance économique. Ça, on en est absolument certain. Est-ce à dire qu'il compte sur un effet... que l'économie américaine va réussir à s'adapter à ce nouvel environnement. Et c'est ça qu'il va falloir suivre, en fait. Ce qui va inquiéter les marchés, c'est si le ralentissement économique, comme elle le précisait, arrive bien plus rapidement qu'anticipé. Parce que c'est vrai qu'il y a un marché du travail dynamique. Il y a une économie qui résiste bien pour l'instant. Mais il y a une inflation qui devient galopante et puis un effet prix-salaire de second tour qui pourrait venir ralentir les choses. Donc il va falloir être vigilant là-dessus, mais la normalisation, elle était attendue et les banques centrales vont continuer à le faire parce que l'inflation aujourd'hui, avec le choc aussi qu'on a sur le prix des matières premières, avec éventuellement, si la Chine continue sa politique Covid-0 à la maintenir, ça va avoir aussi des effets sur l'économie mondiale et notamment américaine. Oui, notamment sur certains secteurs en particulier. Donc le risque, c'est un ralentissement de la croissance américaine trop rapide sur cette année 2022 et qui viendrait du coup remettre en cause la stratégie de la Fed actuellement. Mais qui viendrait remettre en cause la stratégie de la Fed, mais aussi qui impacterait les bénéfices d'entreprise. Parce que là, je vous rappelle que sur 2022, aux États-Unis, on n'a pas commencé à réviser, on l'a fait en Europe. Bien sûr. Aux États-Unis, on reste sur une croissance qui est maintenue autour de 8%. Croissance de bénéfices pour 2022. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas encore pricé un impact de la situation géopolitique et économique aux États-Unis aujourd'hui. Pour l'instant, aux États-Unis, est trop optimiste ? Non, les analystes considèrent qu'elle est immunisée pour l'instant parce qu'il se passe en Ukraine, parce que c'est vrai que c'est loin, oui, parce qu'on fait le lien qu'elle n'a pas la problématique énergétique auquel est confrontée l'Europe, parce que l'Europe, on va en parler, mais l'Europe, elle est dépendante du gaz gaz russe. Et donc, l'Europe ne peut pas se permettre, par exemple, un embargo sur le pétrole ou le gaz russe, parce que ça entraînerait des conséquences immédiates.
sur le niveau de vie des Européens avec une hausse des taux, des taux de prix de l'électricité et du gaz et qui impacterait immédiatement la consommation. Alors, je note effectivement donc, on parle de la Fed, mais très rapidement, dans la réponse, il y a les termes récession ou effectivement guerre en Russie ou Ukraine qui reviennent. Donc, tout est lié. J'aimerais quand même vous entendre, David Belloc, sur ce sujet donc, de hausse de taux de la Fed. Parce que quand on lit effectivement ce qui peut être écrit sur cette décision de hausse de taux, donc elle ne surprend pas. Mais elle ne surprend pas aussi parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas dictée que par des facteurs économiques, mais aussi par des facteurs politiques aux États-Unis. Alors oui, tout à fait. Donc la Fed n'avait pas le choix et puis c'était complètement attendu. Donc il y avait la possibilité même potentiellement de monter de 50 BP, ce qu'elle n'a pas fait d'une part du fait de l'incertitude du conflit ukrainien et des répercussions sur la croissance mondiale et sur le prix du pétrole, mais aussi du fait du renchérissement des conditions de financement avec la baisse du marché actions, avec l'élargissement des spreads, le renchérissement du dollar. Donc finalement, là, à court terme, compte tenu de l'incertitude géopolitique, il n'est pas nécessairement utile de déclencher 50 BP. Et donc finalement, c'était quoi? C'était la décision, la plus petite décision pour venir contenter aussi le politique et notamment Joe Biden aux États-Unis? Non, c'est surtout qu'ils peuvent, alors là pour le coup, vraiment se le permettre. À ce stade, 25 BP, on ne sait pas comment va évoluer la situation. Le marché attend 7 hausses. On a un marché d'emploi extrêmement robuste, création d'emplois. On a 11 millions d'emplois vacants, un déséquilibre clair en faveur des demandeurs d'emploi. On a 5% d'inflation salariale. On a un marché d'immobilier qui est quand même assez tendu, qui est d'ailleurs une des composantes des chiffres d'inflation auxquels la Fed doit faire face. Donc c'est aussi pas une mauvaise chose de calmer un petit peu ce marché immobilier. On a peut-être plus d'incertitudes sur 2023 en termes de potentiel de croissance, mais donc là, étant donné que la croissance acquise de 2% sur 2022, compte tenu de la très très forte croissance du T4, c'était quand même 6% en rythme annualisé, donc on a une économie en mouvement, avec un momentum qui est quand même assez fort, et donc c'est évident que c'est une bonne façon de reconstituer progressivement des marges de manœuvre, des cartouches en cas de détérioration de la situation économique sur la seconde partie de l'année, voire l'année prochaine. Donc là, on avait une fenêtre de tir qu'elle n'a pas complètement utilisée pour les raisons que j'évoquais, mais qui semblait évident. Après, il y a donc la hausse des taux et il y a effectivement les attentes du resserrement bilan. Et sur ce point, on remarquera que Powell a été quand même assez... pas très précis à la fois au niveau du timing et du montant. Donc il y a quand même encore une part d'optionnalité de mon point de vue. D'ailleurs, on a vu donc, les taux monter suite à ces décisions de hausse et surtout les dot plots, donc les 7 hausses de taux affichées, puis rebaisser intraday sur la journée américaine hier, lorsqu'il a évoqué effectivement l'optionnalité, alors pas l'optionnalité, mais en tout cas la non-certitude en termes de montant et timing par rapport à ce diminution de bilan. Donc je pense au même titre que la BCE a délivré ce que le marché attendait quelque part, mais peut-être même un peu plus au quiche en termes de fin de tapering accélérée et de potentielle hausse des taux, elle s'est là aussi laissé une optionnalité par rapport au fait que les premières hausses de taux ne suivront pas nécessairement la fin du tapering, en fonction aussi de l'évolution de la croissance et de l'inflation sur lequel il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors dans son discours, il a plutôt l'air de dire qu'il se tient prêt à accélérer sur les hausses de taux plutôt qu'à les réduire, mais effectivement, je pense qu'effectivement, la prochaine réunion, il pourra activer 50 BP si on est dans le cadre d'une résolution diplomatique ou un cessez-le-feu niveau ukrainien. C'est fort possible, mais je pense qu'ils peuvent se permettre effectivement, comme j'expliquais, de reconstituer des marges de manœuvre et de monter ces taux directeurs. De là à être certain qu'ils les monteront à 2,8 ou 2,7, c'est-à-dire les 7 cette année, les 3 ou 4 l'année prochaine, au-dessus du taux neutre à 2,40 pour créer une contraction, en tout cas, de l'économie. Je pense qu'ils se laisseront clairement d'optionnalité en fonction de l'évolution macro-géopolitique.
justement, en matière de marge de manœuvre, on va peut-être continuer avec vous, Léa Dauphas. Christine Lagarde a pris la parole aujourd'hui pour dire que malgré une situation qui ne change pas aujourd'hui au niveau de la BCE, il reste des marges supplémentaires. Alors on ne sait pas lesquelles, mais il y en a. C'est une manière de tenter de rassurer le marché. En revanche, on a vu la Bank of England qui, elle, a décidé de resserrer sa politique monétaire pour la 3e fois consécutive avec une anticipation d'inflation aux alentours de 8%. Est-ce que ça met une pression supplémentaire sur la BCE qui, d'un côté, doit composer avec la situation géopolitique et de l'autre, doit elle aussi composer avec ce sujet de l'inflation, en plus auto-alimenté avec le sujet géopolitique et agir sur sa politique monétaire? Ouais, alors la situation pour la BCE, pour le coup, est beaucoup plus complexe que ce qu'on a sur la Fed. On disait que la Fed a un vrai problème d'inflation. En zone euro, on a un problème d'inflation, mais qui est engendré par ces coûts et ces tensions sur les prix de l'alimentaire et les prix de l'énergie. Donc un choc d'offres aussi, mais en plus, vu qu'il vient de facteurs exogènes finalement au marché. En tout cas, l'erreur, la situation qui avait fait monter les taux à tricher en 2008 avant de les baisser ensuite avec la crise financière. La situation de BCE est beaucoup plus complexe parce que d'un côté, elle doit faire face à ce risque inflationniste. De l'autre côté, dans le même sens, elle est également à la traîne face aux autres banques centrales, à la Fed et aussi à la BOE. Mais là où comme on le disait, il y a beaucoup moins de doutes, en tout cas beaucoup moins de risques sur l'impact de la guerre sur la macro-US, en zone euro, on l'est vraiment. On est en train de faire, nous, les dernières estimations, mais suivant le scénario qu'on met sur le conflit ukrainien, on va d'un choc de à dire moins 0,75 si on a une résolution rapide du conflit, un choc qui ira bien au-delà de 2 points par rapport à la croissance qui était prévue cette année, si on a un conflit qui s'enlise avec des contre-sanctions qui sont mises en place sur l'apport en énergie sur l'ensemble de la zone euro. Donc la BCE doit, dans son approche, même si elle a effectivement qu'une target d'inflation dans son objectif, tenir compte de ce choc sur l'inflation, de ce choc qui va nécessairement qui va affecter la croissance en zone euro. On ne peut pas nier aujourd'hui une possible récession technique en zone euro ou en tout cas dans certains pays au cours des prochains trimestres. Alors, Malika Lou, que je vous laisserai répondre. En introduction, je parlais de stagflation. Vous me répondez récession pour le coup. En zone euro, c'est une question qui se pose. On a aujourd'hui, quand vous regardez les modèles et les variables qui sont clés dans les perspectives de croissance en zone euro, la première variable, c'est la confiance des ménages, la perception des prix des ménages. Et donc à partir du moment où... L'indicateur ZIO est très volatile et ce n'est pas nécessairement le bon indicateur à regarder, mais c'est le premier indicateur qu'on a eu sur l'impact de la crise sur le sentiment des ménages allemands. On a bien vu que c'était un choc sur cet indicateur-là. Si on dit on a un choc fort de la croissance et de la confiance des ménages dans un scénario où l'inflation augmente fortement, oui, dans tous les cas, c'est le 7 qui va nous faire ralentir fortement la croissance en zone euro, voire même plus, sachant qu'on venait d'une situation qui était déjà pas très confortable. Oui, et qu'on était censé rentrer dans une période de reprise. Exactement. Et un peu après tout le monde en plus. Exactement. Malik Hadouk, même question sur le sujet stagflation, voire récession sur la zone euro. Cette année, on était plutôt optimiste. On se disait c'est l'année de l'Europe. Ouais, c'est ça. Il y a eu la Chine, les États-Unis, c'est bon, c'est notre année. Ouais, c'est notre année. Il y a eu l'Ukraine, voilà. Ça change les plans et ça va contrarier la BCE. Parce que, évidemment, l'impact sur la croissance, il va être considérable si les choses s'enlisent. Et on le voit déjà sur les profits des entreprises qui ont été déjà ramenés de 8 à 2. Ils vont peut-être passer négatifs dans 2 semaines, 3 semaines si les choses s'enlisent. Et la BCE, je pense, ne fera pas l'erreur de monter les taux alors que la zone européenne rentre en récession, même si c'est technique. Donc plutôt pessimiste sur cette année. Pas pour autant pessimiste. Ça dépendra, on l'a dit. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'anticiper réellement un impact sur l'inflation d'une situation A où on serait à un enlisement, à un règlement du conflit rapide, d'une situation B où on serait sur un enlisement, voire sur une situation C où on serait sur une aggravation du conflit? Ça aujourd'hui, la crise européenne, ça devient une crise énergétique là, avec ce qui se passe en Ukraine. Regardez un indicateur, les prix de CO2, comme il a chuté, parce qu'on se dit qu'en Europe, aujourd'hui, on n'a plus de solution que de revenir vers le fossile. Bien sûr, ouais. Pour être de moins en moins dépendant de la Russie. C'est 40% des importations européennes. Donc, quelle est la solution qu'on a aujourd'hui? La seule solution qu'on aurait, c'est d'importer du gaz des États-Unis par bateau. Mais pour ça, il faut construire
Il faut pouvoir l'importer. Ouais, non, mais il faut les stocker surtout. Oui. Il faut construire des terminaux qui puissent les stocker. Et ça prendrait 2 à 3 ans pour pouvoir le faire. Donc on est très dépendant aujourd'hui de la situation ukrainienne. Et ça peut impacter très négativement les prix de l'électricité et impact sur l'alimentaire, tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est engrais. Donc l'Europe est dans une situation vraiment très complexe. Il faut vraiment qu'on ait une résolution très rapide de son conflit. Mais alors du coup, je repose ma question différemment en lien avec votre réponse. Si on a une résolution rapide, on parle au conditionnel, est-ce qu'on peut rapidement revenir sur le scénario de marché de janvier 2022 par exemple, ou en matière où on serait sur une reprise économique, ou même là, de toute façon, il y a un retard qui est déjà intégré sur l'année 2022 ? Ça, c'est une très très bonne question. On va y laisser des miettes, mais le scénario sera un peu plus optimiste quand même si on avait un arrêt des hostilités assez rapidement, parce que les gens reprendraient un espoir. Hein. Vous savez, c'est de la psychologie. Hein. Bien sûr, le marché, que ce soit les consommateurs ou que le marché financier, c'est la psychologie. Donc vous voyez comment le marché a réagi hier lorsqu'on a eu un article sur le FTI qui annonçait que voilà, il y avait des négociations en cours, qui étaient sérieuses et qu'effectivement on allait arriver à un accord. Voilà, c'est pour l'Europe, c'est vraiment c'est la seule moyen de s'en sortir assez rapidement. Sinon, le marché européen va être embourbé dans des révisions à la baisse de la croissance des bénéfices. Même si le marché est dynamique, on va anticiper une hausse du chômage à venir. Voilà, parce que les entreprises vont faire face, qu'on le veuille ou non, à une hausse des coûts qu'elles vont répercuter indéniablement dans les prix. David Belloc, même question sur ce sujet. Donc, finalement, la dépendance des prévisions économiques et financières à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Oui, elle est complète. En fait, alors il y a des études économiques qui montrent que $10 de plus sur le baril aurait un impact de 0,2 points sur le PIB mondial. D'accord. Et 0,4 points sur l'inflation. Alors, à prendre avec des pincettes, mais ça peut être... $10 de plus par rapport à quel niveau ? Aux $100 qu'on voit actuellement sur le pétrole ? Non, toute chose étant égale par ailleurs. Donc on était à $80. Tout $10 supplémentaires. Oui, c'est ça, tout $. D'accord. Tous les $10 supplémentaires. Donc on était à $80 avant le conflit. On est à 100, $110. Donc mécaniquement, on a un effet inflation du fait de ce renchérissement du prix de l'énergie. Le cas particulier de l'Europe qui fait qu'on est beaucoup plus à risque en termes de croissance et d'inflation, donc de stagflation potentielle par rapport au reste du monde et notamment les États-Unis, c'est notre dépendance au gaz russe. On importe 40% de notre gaz de Russie, bien sûr. Et donc avec les conséquences que ça peut avoir sur les prix de l'électricité, compte tenu du mécanisme de coût marginal de production. Bien sûr, Donc plus évidemment la hausse, le renchérissement des métaux industriels et des matières premières en général. Qui fait que, effectivement, et on sait bien, contrairement aux États-Unis, que l'essentiel de notre inflation, 5% annualisé, elle provient des coûts de matières premières et d'énergie. Donc donc on est beaucoup plus dépendant et impacté sur ce type de choc exogène, qui est vraiment une taxe prise sur notre croissance. On n'a pas, par rapport aux perspectives d'inflation, ce que pourrait faire la BCE, d'inflation salariale à proprement parler en zone euro, mis à part en Allemagne où il y a un déséquilibre. On n'a pas l'inflation salariale qu'il y a clairement aux États-Unis. Donc il n'y a pas d'effet de second tour en Europe, ou en tout cas, il y en aura, il y en aura, mais ils n'ont pas encore, pour l'instant, impacter directement l'économie réelle comme ils ont pu l'impacter aux États-Unis où il y a encore déjà clairement des effets de second tour avec une inflation sur les services, une inflation qui est beaucoup plus diffuse, une hausse salariale qui est plus généralisée, qui est plus forte. On n'a absolument pas ça pour l'instant en Europe, en zone euro j'entends, puisqu'au UK, eux, ont une inflation salariale, d'où d'ailleurs la hausse de taux annoncée. Donc on est à risque sur ce choc stagflationniste. Après, donc, tout dépend de l'issue du conflit. On a envie de croire effectivement à un cessez-le-feu, en tout cas c'est ce que le marché a commencé à jouer, qui stabiliserait le prix du pétrole, du gaz et des matières premières et pourrait impacter de l'ordre de 1, 1,5, voire maximum 2, mais enfin en tout cas on attendait 4% de croissance réelle avant ce conflit, donc on resterait avec une croissance raisonnable et une inflation par les matières premières qui pourrait progressivement se normaliser. Bien sûr. Donc on est très très dépendant effectivement de l'issue de ce conflit. Alors je reviens parce que je posais la question donc, à Malik Hadouk sur ce sujet, si on arrête, si
au conditionnel, ce conflit s'arrête dans une semaine, est-ce qu'on peut revenir sur une situation plus normale ou en tout cas plus optimiste de marché et économique sur l'année 2022 ? Pourquoi je pose la question ? C'est parce qu'effectivement, on voit les prix du baril du pétrole qui progressent, mais pour le coup, aujourd'hui, on est sur du trading, entre guillemets, sur de l'échange. On n'est pas sur des barils qui sont pas encore livrés parce qu'on n'achète plus de pétrole russe. Donc, est-ce qu'on pourrait revenir à une situation normale avant de se retrouver physiquement avec un manque de barils de pétrole, sachant que je parle du pétrole parce que, en ce qui concerne le gaz, c'est plus simple, entre guillemets, d'ouvrir ou de fermer une vanne que de refuser de livrer du pétrole. Mais est-ce qu'on peut accepter, ou en tout cas envisager l'idée d'un retour à la normale si le conflit se réglait rapidement, comme pourrait le laisser entendre des négociations, même si on entend un petit peu tout et son contraire, effectivement, depuis 48 heures. Alors, là-dessus, j'ai 2 points. La première chose, c'est que je pense qu'il y a déjà eu une perte de croissance mécanique. D'accord, déjà présente. Automatique, alors qui peut, espérons-le, s'étaler sur quelques mois, un trimestre maximum, notamment en Allemagne, impacté par ces disruptions au niveau des chaînes d'approvisionnement, cette hausse des prix du gaz. Mais Attendez, excusez-moi. L'idée, c'était ça. Est-ce qu'on pouvait revenir sur un scénario moins dramatique que celui qu'on pourrait envisager si jamais il y avait un enlisement ? Voilà, c'est ça. Donc, à minima, on peut perdre effectivement un point de croissance réel. On aura, par contre, mécaniquement, puisque je pense qu'il y a un caractère irréversible quand même à ce conflit géopolitique. Je pense que là-dessus, on aura de toute façon nécessaire. Ça a été annoncé par l'Union européenne et je pense qu'elle ira jusqu'au bout. Elle a annoncé 2027. Elle essaiera de faire plus rapidement, mais être moins dépendant clairement à la fois en termes de gaz, mais potentiellement même de l'ensemble des échanges commerciaux, matières premières vis-à-vis de la Russie. Donc elle veut diminuer il n'y aura de pas 2 de retour en arrière, même si jamais il y a un règlement à court terme du conflit. 2 tiers l'approvisionnement en gaz. Donc ça veut dire que là, à très court terme, il faut aller chercher du gaz liquéfié, reconstituer pour l'hiver prochain des réserves. Ce gaz liquéfié, avec le coût du fret en provenance du Qatar, des États-Unis, aura forcément un coût. Donc on ne pourra pas revenir sur des niveaux pré-conflit. Pour ce qui est du baril de pétrole, même chose, on aura un risque géopolitique nécessaire. Et aussi un déséquilibre offre-demande qui fait qu'on peut rester sensiblement au-dessus de 100 à 110 $ dans des estimations sur le premier semestre. Donc, et bien évidemment, la transition écologique et environnementale qui nécessite énormément d'investissements en renouvelables, mais également en efficacité énergétique, mais qui a quand même un coût et qui renchérira progressivement le coût de l'électricité. Ce qu'il faut voir en face aussi par rapport à ces perspectives de croissance zone euro, ce qui n'a pas été annoncé aux US, c'est la relance budgétaire qui a été annoncée. C'est 1 à 2 points de PIB, déjà 1 point de PIB quasi acquis en Allemagne, et qui accélérera déjà cette transition environnementale énergétique. Via des chèques énergie, permettra de compenser une partie du perte de pouvoir d'achat des consommateurs. Donc ça pourra un petit peu soutenir la consommation et relancer la défense dans le cas de l'Allemagne, comme ça a été évoqué. Donc, alors, je vous propose de changer, il nous reste 10 minutes, de changer de continent avec vous, peut-être Léa Dauphas. Un mot de la Chine également. Donc, en Chine, la situation est différente. On a un soutien monétaire de la Banque populaire de Chine, en tout cas qui est toujours présent, malgré, contre toute attente, effectivement, la Banque populaire de Chine reste accommodante. Et puis surtout, hier, on a eu un gouvernement chinois qui a dérogé un petit peu à ses habitudes, si je puis le dire ainsi. On était habitué à avoir un gouvernement chinois qui vérifiait ce qui se passait de très près dans son économie, que ce soit sur les techs ou sur le crédit immobilier, qui n'hésitait pas à même mettre certaines économies en danger pour venir faire en sorte que un alignement finalement entre économie et politique. Et puis hier, du coup, le gouvernement chinois a annoncé mettre en place toutes les mesures nécessaires pour soutenir l'économie et notamment soutenir les marchés de capitaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce revirement ? Est-ce que la Chine veut revenir sur le plan international, peut-être comme moteur de croissance, comme on a pu le connaître il y a un an ? Comment comprendre ce revirement ? Alors, je pense qu'il faut être très prudent sur l'analyse Chine et prendre un peu de recul, à la fois recul sur les derniers mois et puis même recul un peu plus long. La Chine est, avant même la crise Covid, dans une phase de bascule structurelle. En gros, elle passait d'une croissance de plus 10 à une croissance de plus 5 et c'est un phénomène long qu'elle alimente, qu'elle soutient et qu'elle demande. Aujourd'hui, la Chine, depuis l'année dernière, était dans cette phase d'assainissement des bilans de sociétés, notamment sur les sociétés immobilières, qui est en cours,
qui était accompagnée, mais elle a toujours été sur une ligne de crête entre on souhaite assainir le bilan et réorienter notre croissance vers des moteurs domestiques. Et donc, elle était dans cette épure-là. Sont arrivés depuis l'année dernière le choc Covid, où on a des on and off en continu qui affectent fortement l'économie. Le contexte géopolitique fort, où là, on demande à la Chine d'asseoir ou pas sa situation de puissance. Bien sûr. Donc, les mesures qui ont été la semaine dernière, hier, font aussi suite à l'ajustement massif qu'on avait vu sur les bourses chinoises. Oui, et notamment le Hang Seng de Hong Kong qui a atteint un plus bas qu'il n'avait pas connu depuis 2008. Oui, bien donc sûr. Voilà, dans son rôle et surtout la capacité monétaire et financière qu'elle a à soutenir l'économie chinoise, elle est totalement dedans. Elle est sur cette ligne de crête où petit à petit, elle évite à la fois tout risque systémique et notamment systémique sur le bancaire, mais elle continue aussi d'ajuster son économie pour la mettre en ligne avec ses attentes qu'elle avait données dans ses plans quinquennaux. Donc, c'est une bonne nouvelle. On a eu d'excellents chiffres récemment. Maintenant, il faut prendre un peu de recul. C'était attendu, c'était voulu, c'est un soutien. Mais la Chine reste sur une ligne de crête. L'objectif qui a été fixé de 5,5% de croissance cette année va être compliqué à tenir. Et il va y avoir un soutien de l'économie. Mais on n'est pas dans un environnement qui est positif pour la Chine. On parlait de la question des problématiques ukrainiennes. Alors, la zone asiatique est peu impactée en termes directs. Non, mais il y a un échange entre Joe Biden et Xi Jinping, justement, demain sur le sujet. Parce que la question, c'est de savoir globalement de quel côté se trouve la Chine, ou en tout cas, est-ce qu'elle va choisir ou non un côté. Alors, la Chine fera une alliance de circonstances avec la Russie, et elle fera tout pour être sur un juste milieu. Non, la vraie problématique qu'on a, qu'on oublie très vite, mais c'est la problématique Covid qui n'est pas résolue et qui va être un problème pour la dynamique conjoncturelle. Et aussi toutes ces dépendances de l'Ukraine et de la Russie vers certains composants sur des gaz rares, sur certains phénomènes qui vont totalement affecter les perspectives et les chaînes de valeur sur les produits manufacturés en Chine. Et donc, toutes les problématiques qu'on a vues l'année dernière qui avaient amené à ce ralentissement de l'économie chinoise, il va se poursuivre alors qu'on s'attendait plutôt à un rebond sur le premier semestre. Donc, le soutien de l'économie, en tout cas le soutien du pouvoir chinois, il est cohérent avec sa logique de on accepte le soft landing et on entretient le soft landing de l'économie chinoise. Donc la Chine ne redevient pas forcément une thématique d'investissement, ou en tout cas avec des pincettes et en sachant exactement ce qu'on fait. Dans les zones aujourd'hui, compte tenu de la situation géopolitique, la zone asiatique est une zone à mettre en avant. C'est celle qui est le plus éloignée du conflit, c'est celle qui est dans cette dynamique positive. Maintenant, on est toujours dans cette phase d'ajustement où il faut être vigilant. Malik Hadouk, comment est-ce que vous regardez du coup vous la thématique d'investissement Chine pour le coup? Je ne vais pas me contredire. Il y a un mois et demi, j'avais dit que la baisse de taux annoncée par la Banque centrale chinoise était le signal qu'il fallait se renforcer sur les actions chinoises et que c'était la thématique du moment. Après, ce qui a été... Ça n'a pas été annoncé, c'est pour ça que le marché aujourd'hui anticipe, mais il l'a bien anticipé, mais il faut attendre les mesures. Mais ce qu'a fait le gouvernement chinois, il devait le faire. On ne pouvait pas laisser le marché chinois, le marché financier, comme ça, perdre 10, 20, 30, 40% et tuer ces entreprises privées. Parce que tuer ces entreprises privées, c'est tuer le financement. Et les Chinois, quoi qu'ils disent, ils ont besoin de financement. Ils sont à la pointe de la technologie, ils ont besoin de financer ces entreprises-là. Et la politique de régulation qu'ils avaient mis en place, à mon avis, elle était allée trop loin. En plus, il y a eu l'imbroglio avec la Russie, il y a eu les inquiétudes sur Taïwan. Tout ça a entraîné le marché chinois dans une spirale baissière qui était destructrice, honnêtement, pour le gouvernement chinois. Et le Premier ministre l'a reconnu. Il a dit indirectement qu'il avait besoin du marché financier. Donc, nous, on est plutôt enclin à continuer sur les actions chinoises et en reprendre à ces niveaux-là. Et alors, le sujet, justement, de guerre en Ukraine et donc de ligne de crête de la Chine vis-à-vis de la Russie peut être un facteur de risque vis-à-vis d'investissement en Chine aujourd'hui ? Oui, mais je ne pense pas que les Chinois vont clairement annoncé qu'ils vont soutenir les Russes. Voilà. D'un autre côté, ils sont en train de discuter avec les Américains sur le listing des entreprises chinoises. Ça semble en bonne voie parce qu'ils ne souhaitent pas aussi le délisting des actions chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Bien sûr, oui. Ils ont un mauvais souvenir de Donald Trump. Exactement, ils ont un mauvais souvenir. Donc, je ne pense pas qu'ils prendront position
sur la Russie de manière très, très, très prononcée. Donc on est plutôt dans ce qu'elle disait, voilà, on est sur une ligne de crête, on n'ira ni à droite ni à gauche, on va rester au milieu pour préserver les intérêts. David Belloc, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur cette thématique d'investissement en Chine en lien avec, c'est là où la pandémie reprend, si tant est qu'elle est arrêtée un jour, mais en tout cas où on revient sur le devant de la scène, et en plus il y a ce sujet de proximité avec la Russie, tout en gardant en tête effectivement ce soutien annoncé hier du gouvernement à l'économie chinoise. Alors, nous, chez Mirova, on n'investit pas en Chine pour des raisons ESG, clairement. D'accord. Pour autant, on observe bien évidemment la situation chinoise et son impact sur l'économie mondiale, et notamment européenne et américaine. En fait, la Chine, c'est le premier exportateur mondial, 15% du commerce mondial, donc elle est extrêmement dépendante des pays occidentaux. Elle ne peut pas se fâcher avec les pays occidentaux elle doit éviter des sanctions financières. Elle a effectivement eu énormément de volatilité sur les marchés, notamment les ADR chinois cotés aux États-Unis, pour lequel donc elle a besoin de rassurer aussi ses investisseurs offshore. Donc c'est pour ça que ça a été une sorte de whatever it takes chinois, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue financier, pour assurer une certaine stabilité sur ce type d'investissement. Et d'une manière générale, effectivement, elle est sur une ligne de crête, mais on voit bien qu'elle doit faire en sorte de maintenir au maximum ses exportations et son commerce vis-à-vis des pays occidentaux, tout simplement parce que sur le marché intérieur, sa consommation domestique est en berne, déjà depuis un petit moment, particulièrement d'ailleurs, et les indicateurs avancés ou temps réel le montrent avec la résurgence du Covid. Elle a effectivement aussi un marché d'immobilier qui, suite à Evergrande en septembre, a montré des signes de faiblesse très clairs ces dernières semaines. Et même si elle avait, du moins au vu des PMI, des indicateurs avancés, un début d'année, janvier-février correct avant ce choc, cette guerre en Ukraine, on voit que là, elle est en position de faiblesse et elle a tout intérêt à ménager effectivement ses relations avec les Occidentaux. Rapidement, David Belloc, et on fera le même exercice avec vous, Léa et Malik. Après, qu'est-ce que vous regardez du coup dans ce contexte assez incertain aujourd'hui ? Alors, dans ce contexte assez incertain, donc, on avait réduit clairement notre pondération action mi-février, enfin début mi-février, davantage pour des questions de hausse des taux longs et de resserrement politique monétaire Fed que par rapport à une réelle crainte qu'on ne l'avait pas anticipée d'invasion de l'Ukraine. On a renforcé cette sous-pondération suite à la déclaration d'indépendance des pays de Donbass. Et on a trouvé effectivement maintenant plus d'une dizaine de jours, après une très forte baisse, de l'ordre de 15%, avec des secteurs, notamment auto, banque, cyclique, et des valeurs qui étaient exposées Russie, avec des expositions directes assez faibles finalement, qui étaient complètement massacrées et qui, avec une forme de capitulation et de possibles forts rebonds, en cas d'amélioration du news flow, ce qui a été le cas, et d'une possible anticipation de cessez-le-feu. Donc on a racheté pour se neutraliser. Pour autant, on n'est pas parfaitement serein, bien évidemment, compte tenu de l'incertitude géopolitique et incertitude au sujet de l'inflation par rapport aux perspectives fin 2022. On pense quand même que si on trouve une issue rapide, diplomatique à cette crise, on a un peu d'upside sur les marchés actions. Et pour ce qui est du positionnement, on pense que sur les taux, on a encore un peu de hausse de taux, mais on a fait un gros du chemin. Et par rapport au positionnement sur les marchés actions, on va avoir une patte vraiment croissance structurelle qui est positionnée énergie renouvelable, plan de relance budgétaire et transition, couplée à une poche un peu plus risquée sur des valeurs décotées, y compris banque ou auto, lorsqu'on estime que les valos sont attractifs. Même exercice, Léa Dauphas, peut-être un petit peu plus court avec le temps qui nous reste. Moi, je vais faire la situation économique dans ce cas-là. La manière dont l'économiste voit aujourd'hui le marché, tous nos outils indiquent qu'on est dans une zone extrêmement volatile, avec des probabilités de défaut qui sont beaucoup trop fortes aujourd'hui et qui n'ont pas du tout soit ajusté aux risques, soit mis en avant les risques qu'ils ont à venir. En termes macro, on considère qu'aujourd'hui, le marché n'est pas en pricing de ce qui va se passer. À la fois le choc de récession, à la fois le choc d'inflation, et probablement pas la poursuite du conflit qui nous met
probabilité plus forte que ce qu'a le marché aujourd'hui. Beaucoup de prudence. Et pour finir, Malika Haddouch, qu'est-ce que vous regardez aujourd'hui? Comment vous voyez la situation actuelle? Beaucoup de volatilité, donc il y a des opportunités sur certains secteurs qui ont été maltraités par la crise ukrainienne. Donc c'est ces secteurs-là qu'on regarde. En termes d'exposition action, on avait été très fortement sous-pondéré, on était revenu suite aux fortes baisses. Mais ce qu'on a fait, effectivement, c'est de prendre des profits sur tout ce qui est matières premières, énergie, pour revenir sur les secteurs les plus corrélés à la hausse des taux. On est toujours sur une rotation plutôt value que croissance. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Malika Haddouch, directeur de la gestion diversifiée de CPRM. Merci Léa Dauphas, chef économiste chez TAC Economics. Et merci David Belloc, gérant et stratégiste chez Mirova. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Marché à thème. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse où nous décortiquons ensemble une thématique d'investissement. Et en l'occurrence, nous allons nous intéresser au cas de Total Énergie qui, malgré les pressions de plusieurs ONG ou responsables politiques, maintient ses activités en Russie après avoir tout de même annoncé qu'il ne réaliserait pas de nouveaux investissements. Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico, est avec nous en plateau pour en parler. Bonsoir Frédéric Villot. Bonsoir Nicolas Pagnès, bonsoir à tous. Alors vous, dans votre édito cette semaine, vous avez pris position pour un désinvestissement, voire même un boycott de Total Énergie, Frédéric Villot. Oui, c'est ça, parce que Mediatico, c'est un média en ligne dédié à l'économie à impact, mais à impact positif. Et quand on regarde ce que fait Total Énergie en ce moment, ça ne nous va pas du tout. Effectivement, Patrick Pouyanné a dit qu'il n'allait plus investir en Russie. Ça veut quand même dire en creux qu'il va rester en Russie. Donc ça, c'est un élément très important dans la sincérité de la parole du PDG de Total Énergie. Et puis, c'est vrai que Total, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le pays. Ils ont investi plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissement et ils vont pouvoir continuer à travailler en Russie sans se poser beaucoup de questions, malgré la pression, vous l'avez dit, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui a quand même convoqué Patrick Pouyanné en invoquant l'éthique des entreprises françaises en temps de guerre. Mais lui, Pouyanné, il dit qu'il n'a pas l'impression ni d'avoir été convoqué, ni d'avoir subi une pression politique. Malgré la pression des ONG, donc c'est les Amis de la Terre, c'est Greenpeace, qui sont prêts à aller en justice pour forcer Total Énergie à quitter la Russie. Et puis malgré le fait que Poutine, quand même, en ce moment, il bombarde les hôpitaux, les cliniques, les écoles, les maternités. Il envoie des bombes à sous-munitions sur les civils. C'est juste pas possible. En fait, Poutine, c'est aujourd'hui un criminel de guerre. Il est passible du tribunal pénal international. Et Total Énergie, en fait, aujourd'hui, est complice de la politique de Poutine. Donc selon vous, Frédéric Villot, il faudrait que Total Énergie quitte complètement la Russie? Oui, parce qu'en fait, si on regarde la chronologie des faits, Poutine envahit l'Ukraine le 24 février. En 3 jours, le Britannique BP, lui, il décide de vendre ses 20% dans le pétrolier Rosneft. Il quitte le conseil d'administration de Rosneft, il se prive du même coup de 30% de ses approvisionnements, c'est à peu près le même montant en approvisionnement en gaz chez Total Énergie, donc il n'y a pas de raison que BP puisse le faire et pas Total Énergie, même si c'est coûteux. Et puis dans le même temps, on a aussi Shell qui se désengage de Gazprom, on a d'autres occidentaux qui arrêtent leurs opérations en Russie, c'est l'italien Eni, c'est le norvégien Equinor, c'est l'américain Exxon. En fait, on voit que Total, il fait cavalier seul. Et alors, pourquoi il faudrait que toutes les entreprises françaises quittent la Russie, selon vous? Alors, tout dépend avec qui travaillent les entreprises françaises en Russie, et ça dépend aussi de l'impact en termes d'emploi que peut avoir le retrait d'une entreprise française qui est très implantée aujourd'hui en Russie. Si on prend l'exemple de Renault, ils emploient aujourd'hui 40 000 personnes en Russie. Auchan, c'est 30 000 personnes. Mais en même temps, vous regardez ces deux entreprises-là, leur activité, elle consiste à vendre des produits et des services à la population russe. Si vous regardez Total Énergie, ils emploient 200 personnes en Russie. Et quand Total Énergie travaille avec l'État, c'est très différent parce que ils travaillent avec des compagnies pétrolières contrôlées de près ou de loin par l'État russe. Donc en fait, Total finance l'État russe et contribue indirectement au financement de la guerre de Poutine contre l'Ukraine. Alors si on se place du point de vue de Total maintenant, pour le coup, effectivement, vous l'avez mentionné, donc vous avez donné le rapport finalement de ce que ça pouvait coûter à BP en expliquant que c'est effectivement à peu près la même chose pour Total. Un retrait de la Russie aujourd'hui pour Total Énergie, ça lui coûterait une fortune à cette
à ce fleuron du CAC 40 pour le Oui, alors évidemment, ils n'ont pas encore chiffré ce que ça pourrait leur coûter, puisque ce n'est pas dans leur stratégie. On sait par contre que Total Energy vient d'enregistrer au titre de l'année 2021 14 milliards d'euros de bénéfices nets après paiement des impôts. C'est un bénéfice record historique chez Total. Ils ne sont vraiment pas en difficulté financière. Et puis, évidemment que la guerre, elle coûte cher aux entreprises. C'est la guerre. D'ailleurs, ce serait ni moral ni normal que des entreprises puissent bénéficier économiquement d'une guerre. Aujourd'hui, ça n'est pas normal que Total, après l'annexion de la Crimée en 2014, ait continué de traiter avec la Russie comme si de rien n'était pour mettre en place un projet de GNL, de gaz naturel liquéfié, au nord de la Russie. Ça n'est pas normal que Total ait dû attendre les révélations du journal Le Monde pour quitter la Birmanie au mois de janvier, après qu'on ait compris qu'ils étaient en train de financer la junte militaire. Ça n'est pas normal non plus qu'on ait appris l'année dernière que Total était conscient depuis les années 70, depuis 50 ans, des effets catastrophiques de leurs activités économiques, de l'extraction d'hydrocarbures sur le réchauffement climatique. Ça fait 50 ans qu'ils sont au courant. Donc Total, aujourd'hui, pour nous, chez Mediatico, c'est une entreprise qui est anti-citoyenne, anti-écologique, antidémocratique. Et donc, votre vision, c'est d'arrêter d'investir dans Total si Total ne quitte pas la Russie, c'est ça ? C'est ça. Alors, vous regardez un petit peu la stratégie des gérants dans l'investissement socialement responsable, les gérants ISR, qui utilisent des critères ESG, des critères d'environnement, sociaux, de gouvernance. Et effectivement, ils disent... il faut désinvestir les entreprises qui sont moralement, qui sont pas morales en fait, qui sont pas éthiques. Et donc, si vous avez des actions Total dans votre portefeuille, il faut les vendre. Si vous avez des obligations de l'État russe dans votre portefeuille, il faut les rendre. Parce que si vous ne le faites pas, en fait, vous financez leur stratégie. Et d'autre part, il y a les gérants ISR, ils prônent aussi le name and shame, c'est-à-dire on nomme et on accuse en réalité les entreprises qui ne sont pas vertueuses de leurs actions. Et on dit précisément ce qui fait quand leur morale est contraire à l'éthique. Alors en termes de finances, c'est toujours difficile de savoir ce qu'il y a dans le portefeuille du voisin. Donc la première chose dont on a besoin, c'est beaucoup plus de transparence dans la finance en général, pour mieux savoir qui détient quoi. Donc au-delà de Total, là, pour le coup. Alors au-delà de Total, là je parle effectivement des investisseurs, des institutionnels. Total Energy, pardon, d'ailleurs. Oui, Total Energy. Qui détient des actions Total Energy dans la planète finance? Voilà qui est une question intéressante, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas envie de désinvestir, mais c'est intéressant de savoir qui détient quoi, pour aller dire, oui, en fait, vous, on a envie de faire pression sur vous pour que vous cédiez vos parts de Total et que vous cédiez vos obligations russes pour arrêter de financer cette stratégie guerrière. Et puis, en matière de gouvernance, le G dans les critères ESG, aujourd'hui, on sait que chez Total Energy, il y a 13 administrateurs. Le premier d'entre eux, c'est le PDG, Patrick Pouyanné, mais il y en a d'autres. Et en fait, ces gens-là, il faut juste dire qui c'est, parce qu'ils ont les moyens d'orienter différemment la stratégie de Total Energy. Donc, il y a Patricia Barbizet de chez Temaris, il y a Jean Lemierre chez BNP Paribas, il y a le patron de Valeo, il y a Anne-Marie Hydrac, qui aujourd'hui est administratrice indépendante. Ces gens-là doivent orienter autrement la stratégie de Total Energy au moment où il y a une guerre grave en Ukraine, opérée par la Russie, et la Russie qui est mise au banc de la communauté internationale. Alors là, vous nous parlez des fonds ESG. J'imagine que si je vous pose la question sur les particuliers, la stratégie est globalement la même, Frédéric Villot? Oui, en fait, on se dit, oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, tout seul, à mon petit niveau, en fait, on peut faire quelque chose. Total Energy, c'est des stations-service. Ils en ont 1500 en France, à peu près, j'arrondis. Ils sont leaders du secteur, mais en même temps, ils n'ont que 15% du marché des stations-service. Juste derrière, ils sont talonnés par Intermarché, Système U, Carrefour, Leclerc. Donc oui, quand on a besoin d'aller faire un plein à la station essence, on peut aller ailleurs que chez Total Energy, on peut boycotter Total Energy, parce qu'en fait, on a notre carte bleue comme pouvoir de vote. Les citoyens consommateurs peuvent réagir et peuvent signifier à Total Energy que eux non plus ne sont pas d'accord avec la stratégie du groupe. Alors, il nous reste encore un petit peu de temps. Une question qu'on peut se poser sur une entreprise comme Total, qu'on ne se poserait pas forcément sur d'autres entreprises, c'est, là pour le coup, on parle d'énergie au moment où il y a des chocs d'offres d'énergie. Est-ce que c'est... Alors oui, effectivement, ils sont en Russie, mais les défenseurs de Total Energy pourraient dire, mais on a besoin d'énergie au moment où justement la Russie pourrait nous en envoyer de moins en moins. Oui, tout à fait. Alors de toute façon, la Russie risque de tout couper. Parce qu'on est dans une guerre d'escalade, à la fois diplomatique, géostratégique, énergétique. Donc de toute façon, le risque, il existe. On a cette petite chance en France
d'avoir le nucléaire pour compenser les approvisionnements énergétiques si jamais on est coupé des approvisionnements russes. Je dis petite chance parce que le nucléaire, c'est pas non plus la panacée en matière de développement durable. Pour effectivement le fondateur de Mediatico, oui, d'énergie effectivement. propre à long terme. Mais enfin, voilà, oui, on peut toujours dire qu'on peut continuer de travailler avec Total Énergie. Nous, chez Mediatico, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce que vous pensez, même au niveau européen, parce qu'effectivement le nucléaire on l'a en France, mais on l'a pas dans tous les pays européens. Non, mais voilà, peut-être qu'il faut inventer des mécanismes de solidarité européenne. C'est un petit peu tard, on est dans l'urgence. Mais en réalité, ça veut dire que ça fait 30 ans qu'il aurait fallu construire une Europe un petit peu différente pour amorcer, pour anticiper des crises comme celle-ci. Faisons-le maintenant, n'attendons pas. Et alors justement, il nous reste encore un petit peu de temps, Frédéric Vuillot. Au-delà de Total, donc vous avez effectivement mentionné Total et notamment ces fonds ESG. On est face à un choc d'offres énergétiques aujourd'hui, des questionnements autour d'autonomie énergétique sur le continent européen qui viennent automatiquement accélérer des questionnements sur les énergies renouvelables, sur des énergies renouvelables qu'on pourrait avoir sur le sol européen qui permettraient d'être moins dépendants d'un partenaire russe ou d'un partenaire chinois ou américain, puisque c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, chez Mediatico? Forcément positivement, j'imagine. Oui, positivement, mais alors pas non plus naïvement. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont les énergies de l'avenir et on sait très bien qu'on n'est pas encore au point, on n'est pas prêt. La biomasse, l'énergie marine, toutes les énergies alternatives aujourd'hui sont pas suffisamment productives. On a du mal à stocker l'électricité, on le sait, et donc voilà, on est face à un mur technologique. Donc il nous faut le temps de la transition pour progresser en matière de recherche-développement sur ces énergies nouvelles. Et le gap de la transition, c'est la période du nucléaire aujourd'hui. Même Yannick Jadot, le candidat écologiste, est en train de dire bah oui, finalement, le nucléaire, il faut quand même s'en accommoder dans les 30 années qui viennent. Parce que c'est l'énergie de transition. Mais voilà, c'est une énergie de transition. Et ça n'est pas une fin en soi, le nucléaire. Il ne faut surtout pas que ça le soit. Parce que le combustible est enterré sous terre, parce qu'il pollue, parce que l'uranium, il faut aller l'extraire au Niger, parce que c'est très compliqué le nucléaire. On croit qu'on est totalement indépendant grâce au nucléaire. C'est quand même pas du tout le cas. Oui, effectivement, il faut quand même les faire tourner, effectivement, ces centrales nucléaires. Et il faut importer de l'uranium. Dernière question, peut-être sur le paradoxe du contexte actuel. Donc, on parle de transition énergétique. Et finalement, avec cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, la première question qu'on se pose tous, ou en tout cas que se posent les gouvernements, c'est où est-ce que je vais trouver du pétrole, du gaz ou du charbon demain pour faire tourner, pour avoir de l'électricité pour mon pays ? Eh bien, peut-être qu'on ne va pas en trouver autant qu'on aimerait en trouver aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si l'Union européenne a commencé par dire la semaine dernière il faut faire des économies d'énergie. Il va falloir commencer à consommer moins. Et vous voyez, moi je ne suis pas spécialement un adepte de la décroissance qui fait peur dans nos usages du quotidien. Mais en réalité, ça y est. On y est là, on se dit comment est-ce que je réduis ma consommation? Comment est-ce que j'économise de l'énergie? Comment est-ce que je fais pour que la baisse de l'approvisionnement énergétique russe ne me fasse pas aussi mal qu'il le pourrait, parce qu'en réalité, on n'a peut-être pas tout à fait le choix. Merci beaucoup Frédéric Vuillot. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Mediatico, donc sur votre prise de position vis-à-vis de la position, enfin vis-à-vis du fait que Total Energy ne soit toujours pas retiré de Russie. Merci à vous également de nous avoir suivis, d'avoir suivi Smart Bourse qui vous accompagne tous les jours à 12h30. Donc évidemment une demi-heure pour suivre les actualités de la séance boursière à la mi-journée et 1 heure le soir, la grande édition pour décrypter les tendances de marché en direct, donc sur Smart tous les jours, et je vous dis à demain.